Bienvenue à tous. Et pour en parler, un invité dans ce journal, Madame Léonie Kondolo, actrice pro-démocratie également, experte en genre et en ressources naturelles, mais également consultante internationale. Bonsoir Madame et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. On se sent à l'aise? Très à l'aise, merci. Alors, c'est parti pour le premier dossier. Indaba 2023 aura servi de tribune au chef de l'État congolais qui a lancé, je vous le rappelle, un appel aux différents investisseurs étrangers engagés dans l'exploitation des minerais du sous-sol de la RDC. Ces ressources sont à ce jour à la base d'un conflit interminable. Il faudra le dire dans la partie est du pays. Alors des milliers de pertes en vies humaines qui ne cessent de s'accroître. Le pays de Félix Tshisekedi sortira-t-il gagnant de ce combat? Je vous propose ici de suivre ce dossier. À la tribune du forum minier d'Indaba en Afrique du Sud, Félix Tshisekedi a présenté non seulement le potentiel minier de la RDC, mais surtout déploré le martyre dont souffre son pays à cause de ses ressources minières. Il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Face aux principaux acteurs qui représentent les investisseurs et le marché mondial des matières précieuses, le chef de l'État congolais a plaidé pour un partenariat multilatéral gagnant-gagnant en lieu et place du pillage systématique et organisé des minerais de l'Est, et ce, au prix du sang. Avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux gagnant-gagnant. Réputée pour ses ressources naturelles, la République démocratique du Congo est l'un des territoires dont le sol et le sous-sol sont les plus riches possibles. Ces matières premières sont devenues pourtant source de convoitise des puissances industrielles qui emploient plusieurs stratagèmes pour y accéder. Nous avons l'intention de consacrer 600 millions de dollars à la construction d'une usine ici. Cela comprend l'équipement minier, l'usine de traitement où nous concassons et broyons le minerai et le faisons passer par une usine de séparation en milieu dense. Et ce sont les voisins comme le Rwanda et l'Ouganda principalement qui sont utilisés depuis 3 décennies pour semer la désolation qui a coûté la vie à environ 10 millions de Congolais. C'est au nom des rébellions comme le CNDP, le M23 et d'autres mouvements insurrectionnels que des groupes armés d'occupation développent le trafic illégal des minerais du Congo. Présent, il y a plus de 120 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. L'autorité de l'État n'est pas présente dans la plupart de ces endroits, donc les massacres se font de façon quotidienne. Des activités qui ont déstabilisé toute une région, entraînant par ailleurs des déplacements massifs des populations autochtones. Près de 40 000 personnes sont déjà déplacées. Ça, c'est seulement pour la zone de Rutshuru. Et au moment où je vous parle encore, il y a des personnes qui arrivent, des familles qui arrivent à moto avec leurs enfants, avec leur bétail, des chèvres et tout ça. C'est une situation qui est humainement très difficile à voir. Les autres pillages sont orchestrés à ciel ouvert avec des contrats d'exploitation souvent controversés. Les principales matières d'exportation comme le cuivre, le cobalt, l'or ou le coltan de la RDC sont exploités par des firmes qui se sont taillées la part du lion. Les filières telles que le bois, le pétrole et le gaz aujourd'hui, l'or et les diamants, ainsi que des minéraux essentiels à la transition énergétique, comme le coltan, le lithium et le cobalt, profitent aux capitaux canadiens, chinois, anglais ou australiens. Des minerais vendus parfois indirectement à travers des intermédiaires qui n'en détiennent pourtant même pas un seul gisement. J'extrais la cassitérite après avoir lavé le gravier. Ensuite, je la vends. Il m'arrive de gagner 15 000 francs congolais. Ça me permet au moins de survivre avec mes enfants. Bien que porteur de croissance, le secteur minier figure sur la liste des niches où l'État congolais peine à maximiser la totalité des recettes fiscales. Des investisseurs véreux et des sociétés écrans rivalisent de prouesses teintées de fausses promesses à l'État au motif de mobiliser des capitaux frais auprès des institutions financières internationales.
Pire, certains ont même gagné des procès contre le gouvernement devant les instances internationales pour non-respect des engagements. Pourtant, la législation nationale qui régit le secteur des activités minières est presque ignorée par ses profiteurs. Parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ces fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Alors qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide? Qui conseille, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons, gentiment, oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire. L'ironie du sort, ces multinationales travaillent sous la couverture des pays de vieilles traditions démocratiques et respectueux des droits de l'homme, des valeurs qu'ils ont bradées au nom du capitalisme financier imposé aux États fragiles. Ces actes commencent à avoir la résonance auprès de l'opinion internationale, même si les commanditaires comme le Rwanda ne s'amentent pas. Lors de son séjour missionnaire à Kinshasa, le pape François a dénoncé l'exploitation abusive des minerais de la RDC, pour lesquels il a demandé aux puissances impérialistes de retirer particulièrement leurs mains de la RDC. Madame Léonie, la RDC sujette à des conflits depuis des années. En cause les ressources naturelles de la RDC. Est-ce que la RDC aura péché d'avoir ces ressources? Disons que la RDC, le vrai malheur de la RDC, ce sont ses richesses et la mauvaise gestion de ces richesses. La RDC subit un conflit depuis plus de 20 ans, près de 30 ans d'ailleurs, qui est dû essentiellement aux richesses. Donc aux ressources naturelles, le cobalt, l'or, le coltan, donc tous ces minerais qui sont indispensables aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Alors, pendant longtemps, on a laissé aller les choses parce qu'on pensait, disons au niveau international, on disait que c'était des rébellions. Et quand il y a des rébellions, c'est difficile que les pays extérieurs interviennent. Mais avec l'avènement de M. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, il est arrivé à faire reconnaître internationalement que c'est un conflit militaire dirigé par le Rwanda à travers le M23 pour piller la RDC. Alors, ce qu'on appelle, ce pillage s'appelle les minerais des conflits. Il y a une loi américaine, la loi Dodd-Frank, qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons, de 2010 ou de 2011, qui interdit aux sociétés américaines d'acheter les minerais des conflits. Maintenant que c'est déclaré, je crois que la RDC pourra faire des actions par rapport aux sociétés américaines cotées en bourse. Il y a également la traçabilité des minerais. C'est-à-dire que quand un minerai est exploité dans une région, on peut savoir d'où il vient après des études géologiques. Donc, c'est-à-dire que même au niveau des acheteurs, donc au niveau international, on a fermé les yeux pendant longtemps. Mais je crois que maintenant, avec tout ce qui se dit, tout ce qui se sait, il y aura une meilleure gestion des minerais et de nos exploitations minières. Est-ce que c'est pas faire carrément avec ceux qui sont d'ailleurs accusés, comme vous le dites, au niveau des instances internationales? Est-ce que c'est pas composer avec ceux qui sont pointés du doigt comme étant justement la main noire de l'exploitation de ces ressources? Mais disons on les officialise? Non, maintenant on ne va pas les officialiser parce que maintenant, à partir du moment où vous déclarez que le Rwanda n'a pas de minerais, donc ce sont des minerais des conflits. Donc ces minerais, il ne peut pas les vendre. Le Rwanda qui ne compose pas seul, hein, on le dit, c'est avec des firmes internationales. Oui, auprès de qui on allait justement... Oui, mais à partir du moment où la loi Dodd-Frank est actionnée et que la RDC fait attention à cela, parce que, vous voyez bien, ce sont des sociétés cotées en bourse. Donc c'est nous qui devons faire le lobbying au niveau international pour que ces sociétés soient sanctionnées par l'opinion publique de leur pays. Et vous voyez, le problème, c'est que quand les opinions publiques des pays, qui, eux, payent des taxes dans leur pays, etc., sont sensibilisés, il y a généralement des réactions fortes. On a eu le cas avec les diamants du sang du Libéria. C'est aussi les populations de ces pays où les sociétés étaient cotées en bourse qui achetaient ces minerais, qui ont acheté ces diamants, pardon, qui ont réagi. Parce que, quelque part, s'ils sont mal cotés en bourse, leurs actions tombent et eux perdent de l'argent. Et je crois que ce que le président Tshisekedi a dit à Indaba est très important. Il est plus facile
de venir acheter chez celui à qui ça appartient que de passer par une personne interposée. Parce qu'en fin de compte, le Rwanda s'était placé comme si c'était ses minerais à lui. Il paraît d'ailleurs, j'ai lu dans un article dernièrement, que l'année passée, ils ont fait des exportations pour près de 500 millions de dollars. Donc de 500 millions de dollars, des choses qui ne sont pas à vous. Donc si nous, la RDC, nous arrivons à mieux gérer cette situation, à aussi avoir des frontières moins poreuses, automatiquement, la situation peut se redresser. Qu'est-ce qui différencie sous le régime de Félix Tshisekedi quand on sait qu'autant, par exemple, le régime passé, il y a également des contrats ou au niveau international, certains contrats également ont été signés. Quelle est la donne particulière qui fera à ce que cette fois-ci, ça soit différent et que la RDC ait la main mise? Mais la différence, c'est que maintenant, les minerais de la RDC qui sont vendus par le Rwanda sont reconnus officiellement comme des minerais de conflit, puisque la guerre, quand vous êtes en guerre, vous financez une armée, le M23, qui attaque un autre pays pour piller, automatiquement ce sont des minerais de conflit. Donc les minerais de conflit sont condamnés par les lois internationales. Et vous devez bien vous dire que les sociétés, les grandes sociétés internationales, les majors, n'aiment pas être mêlés à des choses de ce genre-là. Donc automatiquement, il va avoir un changement. Regardez l'histoire, par exemple, avec la raffinerie et l'or au Qatar. À partir du moment où la RDC a dit non, c'est notre or, on ne le vendra, il ne passera plus, il ne pourra pas être raffiné au Rwanda. Automatiquement, le Qatar s'est retiré. Vous voyez, donc il faut mettre tout le monde devant les faits accomplis, dire aux gens la vérité telle que c'est, mais nous aussi de notre côté, nous devons créer des infrastructures qui nous permettent de transformer nos minerais. Mais c'est là justement quelque part, parce que c'est pas justement ce manque de mise en application de la construction de ces infrastructures, la faiblesse de la RDC qui fasse à ce que finalement, on pourrait peut-être prendre cet appel de Félix Tshisekedi comme une main tendue, quelque part, pour dire, bah, écoutez, venez, on compose. En fait, quel est le message que l'on doit comprendre par cet appel de Félix Tshisekedi? Mais je crois que le message de Félix Tshisekedi est clair. Les minerais appartiennent à la RDC. Si vous voulez les exploiter, on peut faire des partenariats gagnant-gagnant, mais en RDC. Je crois que c'est ça. Et à partir du moment où les usines de transformation sont construites en RDC, c'est gagnant pour la RDC. Est-ce que c'est pas une faiblesse manifestée de dire que, écoutez, venez en win-win? Est-ce que c'est du business? Comment le comprendre concrètement? Non, c'est du business. Parce que ces usines requièrent une grande technologie. Donc de toute façon, que vous n'avez pas et que le Rwanda n'a pas non plus. Hein, ça, il faut se mettre d'accord. En Afrique, je pense, à part l'Afrique du Sud et peut-être un peu le Nigeria et le Ghana, ces technologies de pointe sur la transformation des minerais et surtout de tous ces minerais précieux. Hein, et les terres noires, nous ne les avons pas. Mais nous commençons à les avoir parce qu'on va faire des pièces pour les batteries, les nouvelles batteries électriques. Donc, beaucoup de choses vont se mettre en place. Mais les technologies dans le monde entier, hein, vous mettez en partenariat avec celui qui a la technologie. Ce qu'il faudra faire, c'est former nos personnels. Avoir, quand vous faites ces contrats-là, que ces contrats donnent soit, disons, un relais de technologie justement, et de formation. Comment la RDC peut bénéficier justement de ces contrats, de cet appel de Félix Tshisekedi? Ça, c'est quand vous discutez les contrats. Par exemple, en Chine, quand vous allez mettre une usine, vous êtes obligé de laisser votre technologie, de la prendre aux Chinois. Donc, tout ça, ça peut être mis dans les contrats, que ces technologies, il y a un transfert, ce qu'on appelle un transfert de technologie en RDC. Et vu que en RDC, le pays est très grand, les minerais sont vraiment en très grande quantité, ce transfert de technologie se faisant au fur et à mesure, au bout d'un certain temps, les Congolais pourront monter leurs propres usines, avoir leurs propres techniciens et leurs propres personnels qui seront capables de transformer. C'est la main-d'œuvre congolaise. Hein. Voilà. Alors avant de terminer sur ce dossier, certaines de la société civile ont plutôt pris dans un sens contraire d'acceptation de cet appel de Félix Tshisekedi. Comment est-ce que la population de cette contrée, directement, comment l'expliquer? Comment est-ce qu'elle expliquer qu'elle pourra être bénéficiaire de manière très directe après tous ces millions de morts? D'abord, les millions de morts, le problème, c'est que c'est quelque chose de tellement dur, de tellement inacceptable, de tellement triste pour notre pays, que quelque part, on n'aura jamais assez de temps
pour faire notre deuil et nous consoler. Mais vous devez vous dire que si des usines sont implantées dans ces régions, si des usines sont implantées donc dans ces régions, il y aura de la création de main-d'œuvre. Vous savez, c'est comme un peu, on va prendre le cas qu'il y a eu de la Gécamine. Ce sont les populations qui vivaient au Katanga qui ont fourni le plus grand nombre d'ingénieurs parce que les usines étaient chez eux. Implantées, oui, il y avait des universités spécialisées pour former les ingénieurs. Donc, en fin de compte, je pense que ces technologies, quand elles vont être transférées, et même pendant qu'elles sont transférées, on devra créer des universités qui puissent faire des formations pour des ingénieurs, pour la transformation, parce que ce sont également des mines, donc pour le travail dans les mines, etc. Donc, en fin de compte, ce sera toute une aura, si vous voulez, de personnel qualifié et moins qualifié qui pourront travailler. Et je crois que ce sera aussi quelque chose de positif par rapport à l'exploitation artisanale, parce qu'il vaut mieux travailler dans une usine qui est organisée que de faire un travail artisanal. Je pense que ce sera quelque chose de positif.